Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du deuxième chapitre du cours de Supply Chain Management intitulé Faire ou faire faire, en anglais Make or Buy. Les principaux objectifs de cette vidéo sont de comprendre les choix stratégiques d'intégration, donc le Make, et d'externalisation, donc le Buy. Comprendre la démarche et les critères de prise de décision Make or Buy. Comprendre les risques associés à chacune des décisions. Et finalement, comprendre la différence entre externalisation et sous-traitance. Chaque année, pour l'anniversaire de mes enfants, je me pose toujours la même question. Est-ce que je dois faire un gâteau à la maison ou est-ce que j'en achète un tout fait à la pâtisserie? Si je fais un gâteau à la maison, je maîtriserai sa qualité dans la mesure où j'achèterai des ingrédients de bonne qualité, je veillerai aux mesures d'hygiène, je serai sûre que le jour J de l'anniversaire, j'aurai un gâteau, contrairement à si je m'adresse à une pâtisserie, par exemple, dans une période de fête ou une période en tout cas de forte activité où je ne trouverai potentiellement pas de gâteau. Donc le jour J, j'aurai un gâteau et qui plus est, fait exactement dans le parfum que j'aime ou qu'aiment mes enfants. Par contre, vu que je ne suis pas très douée en pâtisserie, le gâteau ne sera pas très beau visuellement et je raterai certainement une ou deux étapes d'exécution de la recette. Donc finalement, j'achète toujours le gâteau dans la pâtisserie. Un beau gâteau, même si potentiellement je ne trouve pas le parfum que j'aime vraiment, il est certainement moins cher que si je l'avais fait moi-même puisque la pâtisserie bénéficie d'économies d'échelle sur les ingrédients. Et en plus, il est certainement beaucoup plus beau parce que le chef pâtissier d'une pâtisserie est beaucoup plus compétent que moi en pâtisserie. Et qu'en plus, il le fait en beaucoup moins de temps. Du côté des entreprises, elles doivent aussi prendre les mêmes décisions que moi pour mon gâteau concernant les différentes activités de l'entreprise. Donc que ça soit au moment de la création de l'entreprise ou lors de ces différentes phases de développement, l'entreprise se pose la question stratégique de est-ce qu'elle doit concevoir, acheter, approvisionner, fabriquer, assembler, distribuer en utilisant ses ressources propres, et c'est ce qu'on appelle l'intégration verticale, ou est-ce qu'elle doit s'adresser à un fournisseur externe pour faire l'une ou l'autre de ses activités, et c'est ce qu'on appelle l'externalisation. On appelle donc le niveau d'intégration verticale la part de la valeur ajoutée créée en interne de l'entreprise par rapport au coût direct total du produit. Au début de l'industrie automobile, par exemple, Ford avait donné à son entreprise une intégration verticale maximale, puisqu'il possédait des mines de charbon et de fer, il produisait lui-même son acier, tous les éléments de la voiture, il procédait à l'assemblage, il distribuait et vendait lui-même ses véhicules. Aujourd'hui, quelques entreprises gardent cette forte intégration verticale, comme Zara par exemple. Mais beaucoup d'autres considèrent qu'il est difficile d'être pleinement intégré d'amont en aval de la chaîne. On assiste alors à ce qu'on appelle un retour vers le cœur de métier ou le métier de base de l'entreprise et donc la réduction du niveau d'intégration verticale. Par exemple, pour une voiture de gamme moyenne, un constructeur va externaliser au moins 75% du coût direct. Cette tendance à l'externalisation et au retour vers le cœur de métier découle de plusieurs facteurs. D'abord, comme pour mon gâteau, les économies d'échelle font qu'il est moins rentable de faire fonctionner de petites usines dimensionnées pour les besoins propres de l'entreprise, si on les compare avec les grandes installations des fournisseurs dimensionnées pour pouvoir répondre aux besoins de plusieurs clients à la fois. Ce raisonnement est surtout valable pour les industries fortement automatisées, exigeant d'énormes investissements dans des équipements qui ne seraient pas amortis par les faibles volumes du besoin propre de l'entreprise. Par exemple, le volume de pneus requis pour un constructeur automobile n'est pas suffisamment important pour justifier leur production en interne à moindre coût. Il est vrai que l'entreprise a l'alternative d'augmenter le volume de production pour saturer ses moyens de production tout en écoulant le surplus sur le marché, mais cette stratégie risque de l'exposer aux aléas de marché des pneumatiques et l'oblige également à vendre son produit aux concurrents du même secteur, alors que ceux-ci préféreraient certainement s'approvisionner chez des fournisseurs indépendants.
Une autre raison en faveur de ce retour vers le cœur de métier, ce sont les coûts de recherche et développement, qui est dans un environnement fortement concurrentiel et face à une clientèle de plus en plus exigeante, ont tendance à devenir de plus en plus lourds. Et une seule entreprise ne peut pas se permettre de disperser ses efforts et de faire de la R&D dans plusieurs secteurs, car cela coûterait tout simplement trop cher et ne serait, encore une fois, pas amorti par le volume. De plus, la dispersion des efforts fait que les fournisseurs qui sont plus focalisés sur leur cœur de métier développeraient sans aucun doute un savoir-faire et une capacité d'innovation bien supérieure et à moindre coût. Concrètement, afin de choisir le niveau d'intégration verticale, l'entreprise devra dans un premier temps analyser sa chaîne de valeur. La chaîne de valeur est un concept créé par Michael Porter où il s'agit de diviser la supply chain en plusieurs étapes de conception, achat, approvisionnement, production de composants, assemblage final du produit, distribution, vente et service après-vente. Pour chacune de ces étapes de sa chaîne de valeur, l'entreprise doit déterminer quelles sont les compétences distinctives qui peuvent être d'ordre technique, par exemple une entreprise qui maîtrise une technologie de base qui lui permet de s'imposer sur le marché, ou encore une entreprise qui maîtrise un procédé de fabrication qui lui permet d'assurer un niveau de qualité très élevé. Les compétences distinctives peuvent être économiques, c'est-à-dire qu'elle arrive à atteindre un coût total attractif qui lui permet d'attirer des clients. Notez que lorsqu'on parle de coût total, il faut prendre en compte non seulement le coût d'achat de matières premières et le coût de production, mais aussi les coûts logistiques de transport, entreposage, emballage, douane, maintenance, non-qualité, etc. Les compétences distinctives peuvent aussi être des compétences de gestion, c'est-à-dire que l'entreprise, par exemple, maîtrise la planification de sa production, la gestion de ses délais, le contrôle de sa qualité, ou encore qu'elle pilote efficacement sa logistique de par son expérience cumulée en ayant une connaissance approfondie des structures et des pratiques des réseaux de distribution par exemple. Une fois que l'entreprise arrivera à déterminer ses compétences pour une étape particulière de la chaîne de valeur, elle pourra faire le même exercice, cette fois-ci pour des acteurs externes qui sont les concurrents, mais aussi et surtout les fournisseurs potentiels, afin de pouvoir comparer les savoir-faire internes et externes. L'entreprise pourra ainsi se concentrer uniquement sur la partie de sa chaîne de valeur qui lui permet d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché et d'externaliser les autres activités en les confiant à des fournisseurs externes qui sont à la fois plus innovants, plus compétents techniquement et certainement plus économiques. À noter que pour comparer les performances économiques internes et externes, il faudra comparer le coût total interne dont on a parlé tout à l'heure au coût total d'achat qui comprend, outre le prix d'acquisition, les coûts fixes et semi-fixes liés au choix du fournisseur, les négociations, l'émission de commandes, le paiement de factures, le transport, la réception de la commande, le contrôle de la commande, etc. Il faut donc être le plus exhaustif possible dans la comparaison des coûts internes et externes pour ne pas prendre une décision qui soit biaisée. Suite donc à cette analyse de savoir-faire interne et externe, pour chaque étape de la chaîne de valeur, l'entreprise pourra prendre la décision de make or buy en considérant plusieurs éléments. D'abord, comme on l'a déjà dit, l'entreprise pourra externaliser tout ce qui n'est pas son cœur de métier et tout ce qui n'est pas nécessaire pour obtenir un avantage concurrentiel pour l'entreprise. Elle pourra ainsi se spécialiser et utiliser ses ressources de manière optimale. Par exemple, dans l'industrie automobile, le métier de constructeur est plutôt de concevoir des voitures et de procéder à l'assemblage final et à la vente. Souvent, un constructeur automobile conservera la fabrication d'organes essentiels comme les moteurs et les boîtes à vitesse. Toutes les autres fabrications comme les sièges, les garnitures intérieures, les systèmes de freinage, les phares, les amortisseurs, les vitres, les essuie-glaces, les ceintures de sécurité, les pneus, la radio, etc. pourront être externalisés. À noter que si, après l'analyse précédente des savoir-faire internes et externes, l'entreprise se rend compte que les fournisseurs font mieux qu'elle dans son cœur de métier,
Elle devra alors remettre en question son cœur de métier car elle ne pourra pas s'imposer sur le long terme sur un marché si elle n'est pas performante dans son cœur de métier et pourra alors réadapter son cœur de métier et se concentrer sur une autre activité qui lui permettra de mieux exploiter ses ressources tout en étant compétitif sur le marché. Pour les activités qui ne font pas partie de son cœur de métier, l'entreprise pourra les externaliser si, comme on l'a dit, l'analyse des savoir-faire internes et externes montre que les fournisseurs externes sont plus performants. L'externalisation permettra donc à l'entreprise d'avoir accès à ce savoir-faire technique, organisationnel et ou de diminuer ses coûts. Outre le raisonnement économique, l'entreprise peut aussi choisir d'externaliser une activité afin de se prémunir contre le risque d'un marché incertain. Si la demande est largement surestimée, le risque de perdre son investissement est important. Si la demande est largement sous-estimée, le risque est grand pour ne pas pouvoir répondre à la demande du client et de nuire à l'image de marque de l'entreprise. De même, si la demande est largement fluctuante, le risque est d'avoir des équipements insaturés et donc de perdre en amortissement des coûts fixes. L'externalisation permettra dans ce cas de gagner en flexibilité quantitative, puisque l'entreprise peut commander plus ou moins de produits pour s'ajuster à sa propre demande en éliminant le risque de perdre son investissement, puisqu'elle n'a pas besoin d'acheter des équipements et des installations. Elle transforme ainsi le coût fixe en coût variable. Ça lui permet également de reporter son effort de trésorerie, puisqu'au lieu d'investir dans la matière première, des stocks d'encours et des stocks de transport, elle ne devra en général payer le produit qu'après sa livraison par le fournisseur. Au contraire, une entreprise peut faire le choix d'intégration verticale si elle veut protéger un savoir-faire stratégique ou une innovation, principalement concernant son cœur de métier, car l'externalisation se traduit presque nécessairement par un transfert technologique au fournisseur qui peut par la suite être transféré aux concurrents directs de l'entreprise et lui faire perdre un avantage concurrentiel. Dans ce cas, même si le fournisseur offre des conditions économiques plus avantageuses, il serait plus judicieux d'opter pour l'intégration pour protéger son savoir-faire contre l'imitation et conserver son avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, un constructeur automobile aura tendance à garder en interne le processus d'emboutissage des pièces métalliques, les portières, les capots, etc., afin d'éviter que les concurrents copient le design extérieur du véhicule dans les premières phases de son cycle de vie. Il peut aussi être intéressant pour une entreprise d'intégrer une activité qui génère des marges importantes, ou si le fait de ne pas maîtriser cette activité engendre des risques trop importants pour l'entreprise. Pensez à des entreprises dont certains fournisseurs de composants sont en position de force et imposent des prix élevés. Elles peuvent mettre en place des moyens de production pour réaliser leurs propres composants. Ou encore des entreprises de e-commerce comme Fab ou comme Amazon qui ont fait le choix d'intégrer la distribution de leurs produits, c'est-à-dire l'entreposage et le transport, afin de garantir les délais de livraison rapides et d'assurer la satisfaction client. L'entreprise peut aussi opter pour l'intégration verticale d'une activité pour améliorer sa réactivité. En effet, l'intégration verticale permet un meilleur partage de l'information et une meilleure coordination entre services internes d'une même organisation, ce qui permet de réduire le temps de cycle global. Zara, par exemple, réussit grâce à l'intégration verticale à réduire très fortement le temps entre la création d'un nouveau modèle et sa commercialisation dans les points de vente. Les fournisseurs peuvent aussi avoir des problèmes de qualité et de respect des délais. Une entreprise peut donc opter pour l'intégration verticale afin de réduire ce risque d'approvisionnement, surtout dans le cas de fonctionnement en flux tendu, sans stock, ce qui expose l'entreprise dans le cas de retard d'approvisionnement à des arrêts qui sont très coûteux puisqu'il n'y a pas de stock pour fonctionner le temps que les composants arrivent. Finalement, une entreprise peut opter pour l'intégration verticale afin de contrôler sa distribution et son image de marque. C'est notamment le cas pour des fabricants de produits de luxe comme Louis Vuitton ou Gucci
qui ont intégré une partie de leur distribution pour protéger leur marque de la banalisation et qui ont créé des points de vente qui mettent en scène leurs produits. À cause de la complexité de la décision de faire ou faire faire, donc du make or buy, elle est souvent le fruit d'une réflexion d'une équipe pluridisciplinaire constituée de responsables achats, production, qualité, maintenance, etc. pour pouvoir comparer les avantages économiques potentiels de l'externalisation au risque de perdre des compétences, des savoir-faire, de la réactivité en optant pour l'externalisation. D'autant plus qu'une décision erronée de recours à l'externalisation peut carrément ruiner une entreprise. Par exemple, un fournisseur d'un chantier naval a décidé d'externaliser un procédé de soudage qui intervenait au milieu de son processus de fabrication. Comme le volume externalisé était assez faible, raison pour laquelle il a initialement décidé d'externaliser, son nouveau fournisseur considérait ses commandes comme peu importantes et n'avait aucun intérêt à maintenir un niveau de service élevé pour un client aussi peu important. Donc il le programmait de manière à accumuler le retard. Le résultat est que les délais de livraison au chantier naval sont passés de 10 jours à plus de 35 jours. L'entreprise devait relancer son fournisseur à plusieurs reprises afin de lui demander d'accélérer ses commandes. En quelques mois, le chantier naval, donc le client de l'entreprise, a annulé le contrat avec l'entreprise. Ainsi, à l'évidence, une démarche d'externalisation crée toujours des risques. Le premier risque, c'est le non-respect de la confidentialité. En effet, alors qu'on peut protéger des produits par des brevets, la protection industrielle d'un processus de fabrication ou d'un savoir-faire particulier est difficile. Le fournisseur peut ainsi, entre guillemets, voler le savoir-faire et devenir lui-même un concurrent ou alors le divulguer aux concurrents directs pour pouvoir avoir des marchés. Donc cette pratique est particulièrement préoccupante dans les pays où les lois sur la propriété intellectuelle sont limitées ou difficiles à mettre en œuvre. Ainsi, beaucoup d'entreprises optent pour l'intégration verticale des fabrications de haute technologie pour cette raison et externalisent uniquement des technologies matures, protégeant ainsi leur avantage compétitif. En général, pour protéger son savoir-faire tout en bénéficiant des avantages de l'externalisation, l'entreprise doit examiner tous les moyens contractuels mis à sa disposition et se protéger par des règles de confidentialité contractuelle strictes qu'on appelle NDA ou Non-Divulgation Agreements. Le deuxième risque lors du recours à l'externalisation, c'est la dégradation de la qualité du produit ou du service externalisé. Pour pallier à ce risque, l'entreprise peut mettre en place un système d'assurance qualité avec ses fournisseurs. L'assurance qualité consiste à contrôler non pas les produits à leur réception, mais le système qui les réalise, c'est-à-dire l'usine du fournisseur, à travers l'élaboration d'un cahier de charges strict et à la mise en place d'audits réguliers du fournisseur par des représentants du service qualité de l'entreprise. Néanmoins, il faut savoir qu'un processus de contrôle qualité est long à mettre en place. Les industriels évoquent entre 2 et 3 ans. Donc une telle politique s'accompagne généralement de la diminution du nombre de fournisseurs pour pouvoir mettre en place ce processus-là et d'un allongement des périodes de collaboration pour pouvoir amortir les coûts fixes de ce processus. Finalement, le troisième risque lors du recours à l'externalisation, c'est la sécurité des approvisionnements. En effet, comme déjà expliqué, un fournisseur peut tarder à livrer par exemple les matières premières nécessaires à la production d'une entreprise donneur d'ordre, la mettant ainsi en difficulté. Le retard peut être dû au fait que le fournisseur atteint la limite de sa capacité et a du mal à tenir son planning de production, ou au fait qu'il a lui-même des difficultés à assurer sa propre sécurité d'approvisionnement avec ses propres fournisseurs. Comment donc réagir face aux capacités de production des fournisseurs qui atteignent leurs limites? Comme pour l'assurance qualité, certaines entreprises dédient des salariés à vérifier sur place dans les usines du fournisseur que les outils de production sont en mesure de produire ce qui a été commandé. Cette vérification permettra de détecter un problème à l'avance pour pouvoir trouver une solution plutôt que de le découvrir à la dernière minute lorsque le fournisseur avouera ne pas pouvoir honorer son contrat. On parle aussi d'une démarche de supplier development
qui consiste à collaborer avec son fournisseur en l'aidant à monter en maturité par des conseils techniques et organisationnels, voire même en l'aidant financièrement en participant aux investissements qu'il doit mener. Cette démarche peut se généraliser aux fournisseurs des fournisseurs, c'est-à-dire des fournisseurs de rang 2, voire plus, ce qui permet de sécuriser toute la chaîne des approvisionnements. Ainsi, l'entreprise devra se préoccuper de gérer toute une filière économique de la chaîne amont d'approvisionnement et non plus simplement des fournisseurs directs de rang 1. Finalement, une dernière remarque que je voudrais partager avec vous, c'est la différence entre externalisation, appelée outsourcing, et la sous-traitance, en anglais subcontracting. Ces deux termes sont souvent utilisés de manière interchangeable car tous les deux consistent à attribuer des tâches à une entreprise extérieure par l'entreprise donneuse d'ordre. Cependant, il y a une différence subtile entre les deux, c'est-à-dire que l'externalisation consiste à confier à une autre entreprise externe la gestion d'une activité ou un département dans sa totalité, en abandonnant définitivement cette fonction en interne. Ce n'est jamais une démarche tactique ou une démarche de court terme, c'est un transfert stratégique total d'activité. Donc le retour en arrière est généralement peu envisageable ou alors à un coût très élevé car l'entreprise a préalablement abandonné les moyens humains, techniques et matériels qu'il lui faudra pour faire cette activité ou alors il faudra tout refaire à zéro. Au contraire, quand on fait appel à la sous-traitance, l'entreprise donneuse d'ordre sait faire en interne, mais elle a besoin temporairement, lors d'un pic d'activité par exemple, de ressources pour compléter une capacité de production ou un savoir-faire. Dans ce cas, elle utilise des ressources de son sous-traitant, mais garde la responsabilité sur le résultat final. Le sous-traitant est donc un simple exécutant. Généralement, la sous-traitance est une option assez coûteuse avec des problèmes de coordination, de qualité et de délai de livraison. Finalement, donc en résumé, l'intégration verticale consiste à faire une activité en interne de l'entreprise, dans sa propre organisation, tandis que l'externalisation consiste à confier cette activité à un partenaire externe de l'entreprise, le fournisseur, en le soumettant à une obligation de résultat. La prise de la décision make or buy nécessite l'analyse des compétences économiques, techniques et organisationnelles internes à l'entreprise et externes, donc des fournisseurs potentiels, et la comparaison de ces compétences-là. L'intégration verticale comporte un risque de marché, c'est-à-dire que le produit ne marche pas et qu'on se retrouve avec des investissements importants qui ne sont pas rentabilisés, tandis que l'externalisation comporte des risques de non-respect de la confidentialité, de dégradation de la qualité et de sécurité des approvisionnements. Nous arrivons au terme de cette vidéo de Make or Buy. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo.